Bonsoir. Alors, on va reprendre le cycle de formation et de discussion sur la question des classes sociales. Il y avait eu une première séance pour essayer d'exposer ce que c'était que la classe ouvrière aujourd'hui. Une seconde plus spécifique sur la question du chômage. Et pour terminer provisoirement avec la classe ouvrière, cette troisième session qui sera consacrée à la question des migrations dans le capitalisme. Alors pourquoi ? D'abord parce que, comme on l'avait dit les fois précédentes, la classe ouvrière, fondamentalement dans le capitalisme, est toujours immigrée d'une manière ou d'une autre. Alors, en tout cas, elle l'est historiquement dans la mesure où, c'est ce qu'on avait vu dans les deux premières séances, elle se forme en permanence à partir de gens qui quittent la campagne pour aller en ville, et du coup qui sont dans une situation d'immigration. Alors la campagne, ça peut être la campagne auvergnate pour monter à Paris, comme au XIXe siècle, ou les plaines belges pour aller travailler à l'île Roubaix-Tourcoing. Ça peut être aussi de quitter le continent où on habite pour un autre continent, quelle que soit la raison et la façon dont on le quitte. Alors, comme à chaque fois, je reviendrai sur ces points-là plus en détail, comme à chaque fois, j'ai été chercher dans les textes classiques de Marx ce qu'il pouvait raconter sur le sujet. Et c'est à la fois très intéressant et assez peu étudié à ma connaissance, en tout cas dans mes recherches préliminaires. C'est des choses que j'avais commencé à rédiger pour le livre que je suis en train d'écrire sur la critique de l'État chez Marx. Je me suis intéressé à la question des migrations, et en fait il y a assez peu de littérature sur le sujet, alors qu'il y a des notations tout à fait intéressantes chez Marx. Donc je vais commencer par là. Avec un premier point tout simple, mais qui est à mon avis important, c'est que Marx lui-même est un immigré. C'est quelqu'un qui, assez jeune, se retrouve d'abord à quitter une première fois l'Allemagne, la Prusse, pour aller vivre en France, puis en Belgique, qui revient en Allemagne le temps de la Révolution de 1848 et qui ensuite va être toute sa vie un immigré qui est interdit en Belgique, interdit en France et qui finit par habiter en Angleterre. Et contrairement à une image qu'on véhicule parfois de Marx, ça serait un bon bourgeois allemand, ce qui est sans doute vrai dans sa prime jeunesse, l'essentiel de sa vie, c'est une noire. Dans l'émigration, il a ses enfants qui meurent un par un de malnutrition. Il y a des jours où il ne peut pas s'habiller parce qu'il a conduit tous ses vêtements au mont-de-piété, et ainsi de suite. On est très très loin de l'image classique qui en est souvent donnée, et on est très près par contre des réalités les plus dures de l'immigration. C'est aussi quelqu'un qui s'intéresse réellement à la situation des autres émigrés, des émigrés politiques. On le voit très bien, après 1848, il passe son temps à organiser des comités pour défendre et soutenir financièrement les émigrés qui arrivent comme ça, qui se retrouvent d'un seul coup sans logement, sans travail, sans un rond. Et même s'il prend ses distances avec ce milieu de l'émigration à un moment donné, il y revient régulièrement, et notamment après la Commune, il va de nouveau organiser la solidarité avec les émigrés français, avec les communards en exil en Angleterre. Donc c'est pas du tout quelque chose qui lui est étranger. La deuxième chose, c'est comment il s'intéresse à la question. Les premiers textes que j'ai trouvés très clairs sur le sujet, c'est les textes de 1853. C'est les textes qui paraissent dans la presse américaine. Comme j'ai expliqué déjà, Marx, son
travail, c'est d'être journaliste. Il publie essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement dans la presse américaine, et notamment dans un journal républicain qui s'appelle la New York Daily Tribune. Et c'est là qu'il publie ses premiers articles sur la question de l'immigration qui est à l'époque anglaise et irlandaise. Et s'il le fait, c'est pas du tout un hasard, c'est que c'est un moment où, par exemple, entre 1847 et 1852, il note qu'il y a 1 600 000 Britanniques qui partent d'Angleterre et d'Irlande essentiellement vers les États-Unis, un petit peu vers d'autres pays, et que sur ce 1 600 000, les 3/4 sont des Irlandais. Donc, il l'écrit à un moment où d'un seul coup, il y a un phénomène de migration extrêmement massif qui est en train de se dérouler sous ses yeux. Et c'est ça qui l'intéresse. Et il essaie de comprendre ce qui se passe et les phénomènes qui y sont liés. Et là, il repère un phénomène très intéressant pour lui, c'est que si les Irlandais partent, s'il y a plus d'1 million d'Irlandais qui s'en vont en quelques années, c'est parce qu'il y a une famine, la famine de 1846-1847, mais au même moment, le revenu net de l'Irlande augmente. Autrement dit, plus elle perd de population, plus elle s'enrichit. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui l'intrigue parce que dans l'économie politique, pendant très longtemps, il y avait une idée que plus une nation était peuplée, plus elle était riche, et que cette idée-là a commencé à être remise en cause, notamment par Ricardo et Sismondi, deux des auteurs qui le lisent volontiers, qui disent non, le revenu net d'une nation ne se calcule pas à sa population, mais au revenu généré par chaque habitant. Ça peut paraître une évidence aujourd'hui, mais ça ne l'est pas du tout à l'aube du capitalisme. Et Marx, dans ses articles, met en avant ce phénomène-là en montrant qu'il s'applique extrêmement bien à la situation des migrations irlandaises. Ça, il va l'opposer à ce qui se passe dans les migrations antiques. C'est un bon connaisseur de la littérature de l'Antiquité, hein, il lit le grec couramment. Il a lu les classiques et il voit bien que dans les émigrations antiques, ce qui se passe, c'est que y a un manque de force productive, il emploie le terme de ce moment-là, qui fait qu'il y a un surplus de population. On n'arrive pas à nourrir tout le monde, donc une partie de la population s'en va, ce qui permet de faire baisser la population et donc de à nouveau nourrir tout le monde. C'est comme ça que se fondent les colonies antiques. Or, au contraire, dans le capitalisme, c'est l'augmentation des forces productives, le fait qu'on est capable de produire plus, qui en fait nécessite une baisse de population et qui force une partie de la population à la famine ou à l'immigration. Ça, c'est effectivement quelque chose à réfléchir quand on observe le monde actuel. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent nous paraître des phénomènes de famine, de problèmes climatiques, de problèmes de catastrophes naturelles, etc. Mais la façon dont réagit la population, la façon dont ça transforme les rapports socio-économiques, eh bien elle est orientée par le fait qu'on est dans un mode de production capitaliste. Ça, je crois que c'est un truc, si on avait la possibilité de travailler de manière plus sérieuse et plus solide sur cette question des migrations actuelles dans le capitalisme, ça serait vraiment des éléments intéressants à vérifier, à analyser. Alors, il remarque également quelques autres choses qui pour le coup tranchent avec la situation actuelle, encore que, c'est que à l'époque, en 1853, les frais de voyage sont offerts pour les migrants, notamment les migrants qui veulent aller en Amérique, et puis après il y aura les grands plans pour peupler l'Australie, etc. Il y a de l'argent qui est distribué pour qu'ils puissent partir. Bon, pas dans des très très bonnes conditions, mais quand même, ils peuvent le faire. Par contre, ça ne s'applique pas à certaines catégories de population, notamment les ouvriers industriels. On fait tout pour les retenir, à part les catégories les plus archaïques, certains fileurs qui utilisent encore des méthodes manuelles, etc., qu'on laisse partir très volontiers en Amérique, mais ceux qui ont un minimum de technicité, ceux qui savent utiliser les machines modernes, eh bien surtout on ne les laisse pas partir. Et ça aussi, c'est un phénomène qui intéresse énormément Marx, parce que
signifie qu'en fait la bourgeoisie favorise le départ d'une grande partie de la population rurale, mais dans le même temps, eh bien, essaie de concentrer sa classe ouvrière dans les villes. Et ça, c'est un phénomène qu'on connaît dans tout un tas de pays beaucoup plus récemment. Toutes les stratégies qui sont mises en place pour constituer une classe ouvrière et la fixer. J'avais lu des études très intéressantes sur certains pays certaines colonies françaises en Afrique, où il y a eu une politique de haut salaire dans les années 50-60, juste avant la décolonisation. Politique de haut salaire où on allait rechercher l'appui des syndicats, notamment de la CGT, qui a constitué un certain nombre de syndicats en Afrique à ce moment-là, pour fixer une classe ouvrière qui, sans cela, se décomposait en permanence, dans la mesure où si les salaires étaient trop bas, les gens ils venaient faire ouvrier quelques années, et puis une fois qu'ils avaient l'argent dont ils avaient besoin, dont ils estimaient avoir besoin, eh bien ils abandonnaient. Donc ça, je pense que c'est cet aspect-là de l'émigration, de l'obligation de fixer une classe ouvrière, c'est quelque chose qui est très important et qui se vérifie encore même actuellement. On voit un certain nombre de pays, je pense encore à des pays d'Afrique, qui ont des politiques qui sont de laisser partir les gens sans trop de difficultés, mais lorsqu'ils ont des spécialités d'une manière ou d'une autre, des technicités qui sont intéressantes, et bien là au contraire de les maintenir et de trouver des solutions pour les fixer. Ça peut être des interdictions, ça peut être aussi des incitations. Mais il y a vraiment ce phénomène-là qui joue, c'est-à-dire que la migration, elle transforme qualitativement la population. Et ça, je crois que c'est un des points que Marx met en avant très très tôt. Alors, ce qui est intéressant aussi pour la compréhension de l'œuvre de Marx, une petite parenthèse là-dessus, c'est que tous ces phénomènes-là, quand on a lu le Capital, apparaît relativement banal. C'est tout ce que Marx appelle la soi-disant accumulation primitive du capital, et tout ce qui permet justement d'expulser massivement dans les campagnes et de constituer une classe ouvrière. Mais les articles que je cite ont été écrits 14 ans avant le Capital. Donc c'est vraiment en étudiant ces phénomènes migratoires dans ces articles de presse qui va constituer peu à peu sa pensée sur le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il ne s'intéresse pas uniquement à la question de l'accumulation primitive du capital telle qu'elle se fait en Angleterre, ce qui est le cas dans le Capital, mais comment elle se constitue à l'échelle mondiale, dès le départ. Ça, c'est réellement intéressant aussi. Et puis, par contre, quand il publie le Capital en 67, il l'a écrit pendant des années, mais quand il le publie en 1867, il y a un point sur lequel il a avancé, qui est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que finalement tout le monde n'émigre pas, notamment quand il y a des périodes de crise économique. Et effectivement, il s'aperçoit que les capitalistes cherchent à mettre en place tout un tas de politiques qui visent à empêcher une partie de la population d'émigrer. Et pourquoi ? Parce que finalement, le chômage est plus intéressant que l'émigration, parce que les crises, c'est le moment où Marx repère l'existence de crises régulières, de crises tous les 5 ans, tous les 10 ans, etc. Un capitalisme qui est totalement instable et qui a des crises périodiques. Eh bien, au moment de la reprise, les capitalistes ont besoin d'avoir immédiatement des ouvriers disponibles. Donc c'est plus intéressant de maintenir une couche de chômeurs, et c'est là où on commence à avoir, alors non pas des indemnisations du chômage en tant que tel, mais des systèmes de secours aux pauvres, etc., qui sont institués par l'État, parce que ça permet de fixer cette classe ouvrière dans les moments où on a besoin d'elle, de la faire grosso modo survivre, pour que dès qu'on a besoin d'elle, dès qu'il y a de nouveau de l'emploi, eh bien, on puisse l'utiliser. Donc effectivement, il y a un jeu permanent entre l'émigration et le chômage,
Et ça, ces politiques-là, elles sont mises en place dès le milieu du 19e siècle. Marx écrit: en outre, les fabricants s'assuraient secrètement l'appui du gouvernement pour contrarier l'émigration et ne pas perdre le capital constitué par le sang et la chair des ouvriers, et afin de ne pas être privés des loyers de leur maison ouvrière. Il vient donc ajouter ce point supplémentaire, mais qui est très important, c'est-à-dire qu'effectivement, un pauvre qui émigre, eh bien, il ne paie plus son loyer. Ça paraît basique, mais quand on a des villes entières d'ouvriers pauvres, où l'ensemble des logements ont été construits un peu à la va-vite autour des usines, et que les capitalistes sont aussi les propriétaires de ces logements, eh bien, ça a un rôle extrêmement important. Donc voilà, ce qui me paraît intéressant avec tout ça, même si c'est sur un exemple relativement restreint, significatif à l'échelle mondiale, puisque c'est la montée en puissance des États-Unis, mais relativement restreint, qui est celui de la situation anglaise du milieu du 19e, bien, ça lui permet de poser une compréhension de ce que c'est que la migration dans le capitalisme. C'est pas seulement un déplacement de population, c'est un changement qualitatif de la population, dans la mesure où, au début, on a beaucoup d'agriculteurs et peu d'ouvriers, et à la fin, on a concentré les ouvriers et on s'est débarrassé des agriculteurs les moins productifs. Ça va de pair avec évidemment une montée du productivisme dans l'agriculture, puisqu'il il faut produire au moins autant avec beaucoup moins de bras. Donc du coup, plus de mécanisation, plus d'engrais, etc., etc. Tout ça est particulièrement lié. Je ne rentre pas dans cette question-là parce qu'on en reparlera une autre fois. Un autre point que Marx aborde dès cette période-là, qui est important, c'est que y a des flux économiques directement liés aux migrations. Là encore, je cite le texte, il est toujours valable. Tous les ans, les émigrants transplantés en Amérique envoient quelque argent au pays. Ce sont les frais de voyage des parents et des amis. Chaque troupe qui part entraîne le départ d'une autre troupe l'année suivante. Au lieu de coûter à l'Irlande, l'émigration forme ainsi une des branches les plus lucratives de son commerce d'exportation. Donc ça, c'est un autre point qui est très important. C'est vrai que souvent, quand on aborde entre militants des questions liées aux migrants, cette question des flux économiques, c'est pas le premier truc dont on discute. Mais c'est une réalité forte, c'est-à-dire, on le voit autour de nous, les gens qui arrivent, ils envoient de l'argent au pays, à la famille. C'est même souvent une contrainte très lourde de leur budget. Vous en connaissez sûrement autant que moi des personnes pour qui tous les mois une partie très substantielle du salaire sert à financer la scolarité des petits qui sont restés au pays, des grands-parents âgés, etc., etc. Et où donc ça peut être quelquefois des sommes extrêmement importantes qui circulent. On voit de toute façon en ce moment, depuis quelques années, toutes les publicités sur les systèmes de transfert de fonds, etc. Il y a vraiment une économie importante qui est liée à ça, qui est importante pour les personnes, bien sûr, mais qui représente des sommes colossales au niveau du capital, et qui représente évidemment des apports extrêmement appréciables de devises pour les pays qui envoient des migrants. Donc il y a une économie de la migration qui fait que pour un pays, non seulement un migrant, ça lui change qualitativement sa population, mais en plus, ça lui ramène effectivement des devises fraîches. Donc ça, c'est un autre phénomène qui est maintenant relativement bien connu. Il y a des études sur le sujet en pagaille, mais qui est identifié dès le milieu du 19e. Et là encore, c'est pas quelque chose j'ai pu trouver beaucoup de lectures. Visiblement, pas grand monde s'est aperçu que Marx avait écrit sur le sujet. Sûrement parce que c'est plutôt dans les articles qui sont moins bien connus que le texte du Capital. Bon. Donc, ce qui est intéressant aussi avec tout ce qu'il explique comme ça, c'est que
il y a une espèce de contradiction permanente entre le fait que ça peut être intéressant de laisser migrer une partie de sa population, et ça veut dire que c'est la population qui arrive dans un pays, et puis à d'autres moments, il est intéressant, eh bien, au contraire, d'empêcher de migrer et d'avoir un contrôle de plus en plus strict de la population. Ça, c'est réellement ce que j'ai expliqué les fois précédentes lié à la question de ce que c'est que la valeur dans le capital. Et notamment, qu'est-ce que c'est que la valeur de la force de travail? Là encore, à mon sens, c'est un des sujets laissés un peu de côté par les marxologues. Il y a des milliers et des milliers de pages écrites sur la valeur, mais pas tellement sur la valeur de la force de travail. Et quand Marx dit que ça se passe dans le sang et dans la chair des ouvriers, c'est exactement ça. C'est-à-dire ce sont bien des personnes réelles qui ont un moment acquis une forme de technicité, et c'est cette technicité qui constitue leur valeur. Du même coup, eh bien, si on essaie de concentrer la technicité pour faire monter la valeur du travail dans un pays, ben, on arrive nécessairement sur, comme disent nos politiques actuelles, des politiques d'immigration choisie. On voit très bien ce qui se passe, c'est-à-dire l'immigré qui a une faible technicité, globalement, où on n'en veut pas, où on le maintient dans une extrême précarité qui fait qu'il ait une variable d'ajustement. Et donc effectivement, puisqu'on le paye très mal, c'est pas très grave puisque son travail a peu de valeur. Par contre, l'immigré à haute technicité, celui qui est ingénieur, informaticien, infirmier, médecin, kiné ou n'importe quel travail qui nécessite une certaine technicité, et bien là, oui, effectivement, on va le laisser venir beaucoup plus facilement. C'est vraiment quelque chose qui se trouve directement dans la théorie de la valeur de la force de travail. Donc c'est quelque chose qu'on peut examiner au niveau économique. C'est pas simplement une question du racisme, etc., etc. Tout ça a une base économique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres aspects qui viennent entrer en jeu, mais ça existe dès ce niveau-là. La seule chose, évidemment, que Marx n'analyse pas du tout, c'est la question de l'immigration illégale. À l'époque, c'est un phénomène qui ne se pose pas. Grosso modo, c'est très facile d'émigrer, d'autant plus qu'il y a peu de système de papier d'identité. Il y a un peu des passeports dans certains pays, mais finalement, les migrations sont faciles. On voit que les ouvriers voyagent beaucoup. À Paris, au milieu des années 1840, il y a à peu près 100 000 ouvriers allemands, qui sont souvent des ouvriers d'atelier, pas forcément des ouvriers d'usine. Il y a des ouvriers allemands, français, belges, etc. à Londres. Tout ça est d'une grande banalité. Il n'y a pas tellement de contrôle. Il y a même des passages de Marx, je ne les ai pas relevés ici, mais qui sont très intéressants dans sa correspondance, où il est absolument scandalisé parce qu'à un moment, pour des raisons diplomatiques, l'Angleterre souhaite contrôler ses émigrés politiques, et l'idée même qu'on puisse vouloir contrôler l'émigration le scandalise absolument. C'est vraiment quelque chose qui lui paraît absolument étrange. Voilà, on peut comparer avec la situation actuelle. Or, cette question de l'émigration illégale, aujourd'hui, a pris un rôle absolument essentiel. Alors, elle est liée au phénomène que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire à partir du moment où le rôle qui est imparti à l'État dans le capitalisme, c'est de gérer la valeur de la force de travail, et à partir du moment où l'une des possibilités de gérer cette force de travail, c'est précisément de jouer sur un contrôle très précis des migrations, ben on est dans les politiques migratoires actuelles qui du coup créent de l'illégalité. À partir du moment où on choisit qui vient et qui vient pas, on met des gens dans une situation d'illégalité. Ce qui entraîne un effet secondaire, c'est que du coup, il y a un marché de la migration. Jusque-là, il pouvait y avoir un marché, par exemple, du transport.
il y avait un immense business des bateaux qui allaient faire le transatlantique pour amener des immigrés aux États-Unis, puis ensuite en Australie, etc., ou au Brésil, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on est dans une situation où le trafic d'êtres humains pour les migrations illégales, sans papier, c'est une activité qui génère, selon l'ONU, 7 à 10 milliards de dollars de revenus à travers le monde, et il y aurait 4 millions de personnes dans le monde qui en tireraient des revenus. Alors que les immigrés qui utilisent des voies clandestines, eh bien, représentent à peine plus de 15% de l'ensemble des migrants qui seraient aux alentours de 200 millions dans le monde. Donc, ça, c'est les quelques chiffres relativement récents que j'ai pu trouver. Ça montre quand même un aspect aussi important, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations de galère comme ça? Eh bien, non seulement parce que il y a effectivement les guerres, la famine, les crises économiques, etc., tout ce qui fait que les gens ont des raisons de partir, mais en plus, il y a des mafias qui ont un intérêt substantiel à faire passer les gens, puisque ça leur rapporte de l'argent. Et les migrants qui se retrouvent ensuite à avoir des dettes qui payent soit en travaillant plus ou moins gratuitement, soit par la prostitution, etc. Donc on se retrouve dans cette situation où plus les politiques migratoires liées au capital eh bien, se durcissent, plus ça crée de marchés de la migration. Un dernier point, et je pense qu'il y a pas mal déjà de choses à débattre, j'ai laissé de côté l'aspect le plus classique, mais qui est entièrement lié à tout ça, dans ce que Marx remarque par rapport à ces migrants irlandais, c'est que les migrants irlandais ne vont pas tous aux États-Unis, ils vont pour une bonne partie en Angleterre tout simplement, et les divisions entre ouvriers anglais et irlandais, le racisme anti-irlandais, eh bien, est un facteur de division essentiel de la classe ouvrière en Angleterre au milieu du 19e. C'est même ce qui fait changer d'avis Marx sur la question de l'indépendance de l'Irlande, dont il se contrefiche pendant la moitié de sa vie, et au bout d'un moment, il considère que finalement, l'indépendance de l'Irlande, ça serait une solution par rapport au racisme, et donc par rapport aux divisions internes de la classe ouvrière. Alors on peut discuter longuement de savoir s'il avait tort ou raison sur ce point, mais c'est assez intéressant parce que c'est pas du tout une question une question nationale finalement qui l'intéresse dans ce cas-là. C'est vraiment déjà la question du racisme et des divisions de la classe ouvrière. Je le développe pas plus simplement parce que pour le coup, c'est ce qui a été le mieux retenu d'une certaine façon de la leçon de Marx sur le sujet, et ce qui a été ensuite, qui est devenu, disons, la doctrine communiste classique sur le sujet, contre les divisions racistes dans la classe ouvrière. Voilà, j'ai terminé, je vous laisse poser des questions, discuter, me dire que je raconte n'importe quoi, tout ce que vous voudrez. Non, je te dirais pas que tu as raconté n'importe quoi. C'était vachement détaillé, factuel, et donc je te remercie. Donc moi, la première question, ou plutôt, enfin, je sais pas si c'est une question ou juste comme ça, réflexion personnelle. Donc je me doute bien qu'il y a cette discussion. Enfin, la présentation aurait pu être beaucoup plus longue et qu'il y a tout plein de choses encore à dire sur le sujet. Moi, ce qui m'intéresse justement par rapport à ce que tu as pu effectivement voir en étudiant un petit peu cette question avant et puis en préparant cette présentation, quels sont les axes? Et, effectivement, bon, ce qui nous intéresse nous le plus, c'est effectivement comment ça a été traité auparavant, mais aussi donc l'état actuel des choses. Donc, quels sont les axes justement de la doctrine marxiste quelque part qui sont intéressantes pour une analyse de la situation aujourd'hui? Sur quels axes, enfin, quels sont les axes qui devaient être développés un petit peu pour
pour qu'on entre un petit peu dans l'analyse des liens entre le capitalisme et l'immigration aujourd'hui, et surtout la réaction de plupart d'États, donc qu'il s'agisse des États qui favorisent l'immigration ou des États qui effectivement essayent de la bloquer au moins visuellement un petit peu pour rassurer la population, etc. Même si la deuxième question qui concerne les divisions dans la classe ouvrière, notamment les divisions racistes, et donc effectivement la xénophobie qui s'y est développée, qui se développe, donc c'est aussi quelque chose qui est intéressant, qui mériterait une discussion. Voilà. S'il y a d'autres réactions sur le sujet. Moi, ce qui m'avait intéressé quand je me suis penché là-dessus, je me suis penché pour mon étude que je faisais sur la question de l'État, parce que dès le départ, dans le plan qu'il prévoit de son livre sur l'État, Marx met en avant la question des migrations, de même qu'il met en avant la question qui est assez connexe des colonies, connexe dans la mesure où à l'époque il s'agit bien de colonies de peuplement dans son esprit. Et je voulais comprendre pourquoi et comment il reliait ça finalement au reste. Bon, ça paraît un intérêt purement intellectuel, mais il en sort tout un tas de choses plus pratiques. Parce que moi, ce qui me surprend souvent dans la littérature de l'extrême gauche sur le sujet, c'est que, au fond, là où elle est toujours prête à parler d'économie sur un peu tout, quand on parle des questions de migrants, très souvent, on est sur soit du pratico-pratique, absolument nécessaire, le soutien aux sans-papiers, etc., soit dans la dénonciation du racisme, mais finalement, il y a assez peu d'études économiques d'ensemble. Et là encore, ça laisse du coup un champ immense pour, on a déjà parlé par ailleurs, les études postcoloniales et ainsi de suite, pour travailler sur ce type de sujet. Donc il faut reposer des bases. Là c'est peut-être de la théorie pure, mais il faut reposer des bases à un moment donné, dire voilà, qu'est-ce qui, dans le corpus marxiste, permet de comprendre un petit peu ce qui se passe. Bon, puis évidemment après il faut en faire quelque chose de plus pratique, malgré tout. Je pense que c'est quand même intéressant par rapport à un premier sujet, c'est que il y a une espèce de vision classique qu'on dénonce très souvent, vision gauchiste tiers-mondiste, d'un monde qui serait séparé entre une poignée de nations industrielles et puis des grands pays pleins de paysans. Or, ce tableau du monde, s'il a été vrai à un moment donné, il ne l'est plus depuis longtemps. Et on voit bien effectivement que les phénomènes dont on parle, ils se produisent. C'est-à-dire la constitution d'une classe ouvrière, notamment dans toute l'Amérique du Sud, dans toute l'Afrique, etc., c'est quelque chose d'extrêmement actuel. Donc pour comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui va continuer de se passer, avoir une analyse juste de ces phénomènes-là, ça me paraît très important. Comprendre également comment on peut analyser la manière dont les États mettent en place leur politique et pourquoi, et comprendre la relation entre le capital légal et le capital illégal, si je puis dire, ça me paraît également un truc très important. Et là, c'est vrai que c'est un sujet qui souvent gêne un peu aux entournures, parce que les migrants qui sont sous cette contrainte-là des réseaux de passeurs n'ont pas spécialement envie d'en parler, mais même les militants qui les soutiennent, la plupart du temps, n'ont pas spécialement envie d'en parler non plus. D'abord, c'est problématique. Ensuite, personne n'a envie de se friter avec les réseaux en question. Et bien souvent, dans le discours, finalement, c'est comme si tout ça n'existait pas, comme si tout le monde venait de son plein gré et puis se retrouvait dans une situation coincée sans l'avoir prévu. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire effectivement, il y a une couche sociale
qui vit de cette misère-là et qui en vit bien. Donc, je crois que c'est important aussi à un moment, de réussir à parler de ces aspects-là et de montrer comment ils s'intègrent dans le capitalisme contemporain. Pas du tout comme quelque chose qui y soit extérieur, mais comme quelque chose qui est entièrement intérieur et qui, même comme l'ensemble des secteurs illégaux du capitalisme, j'avais écrit quelques petits textes là-dessus il y a longtemps, sont parmi les plus profitables. Je ne reviens pas sur ce que ça engendre derrière, mais le fait qu'il y ait des secteurs qui génèrent du cash facilement, c'est quelque chose de très important pour le capitalisme. Oui, bah, je me retiens depuis de tout à l'heure parce que je ne veux pas monopoliser la parole, au moins pour les questions. Je promets, c'est peut-être l'une des dernières. Non, mais justement, je voulais revenir sur un point parce que justement, je suis super intéressé par le sujet, étant immigré moi-même et participant dans les luttes des sans-papes. Avec tout ce que ça engendre du côté pratique. Et c'est vrai qu'effectivement, moi aussi, euh, vouloir m'intéresser à la question, ce que j'ai pu trouver dans la littérature de l'extrême gauche, des choses, on va dire, un peu plus détaillées, etc. Dans la plupart des cas, oui, effectivement, ça a été influencé par des études, par des postcoloniales sudistes ou différentes études sociologiques qui m'emmenaient dans les terrains dans lesquels je voulais pas forcément aller et pour lesquels je n'ai pas eu un intérêt particulier ou voilà quoi. Donc euh, donc c'est pour ça que je me pose la question parce que c'est intimement lié à un autre sujet qui est effectivement communautarisme, etc. Est-ce que c'est pas en effet justement cette manque ce manque d'analyse et d'un travail sérieux sur les questions qui fait défaut depuis quelque temps, qui justement ouvre la porte, que ça soit au développement du communautarisme d'un côté et de l'autre côté aussi les divisions de la classe ouvrière, donc toutes les questions de racisme, antisémitisme, xénophobie, etc., tout ce qu'on veut dans la classe ouvrière, pratiquement donc sur le terrain. Et du coup, effectivement, voilà, quels sont justement encore une fois, je reviens sur ça, même si tu as répondu tout à l'heure à une partie des questions. Donc effectivement, est-ce que seul un travail théorique donc sur cette question-là euh, pourrait être suffisant pour effectivement qu'il y ait de l'impact en pratique, de quelle manière lier la théorie et le pratique et quand on est confronté à des questions d'immigration dans la société. Ça c'est la première question, la première réflexion. La deuxième réflexion, c'était aussi par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, parce qu'on a vu dernièrement qu'il y avait une vraie chasse aux immigrés au mois de novembre, quoi, qui a duré plusieurs semaines et qui a lié plusieurs pays, notamment France, Allemagne, Italie, Espagne, l'Angleterre, qui est effectivement qui est très bien sur la question, parce que on sait très bien à quel point il suffit d'aller voir faire l'état des lieux du côté de Calais ou du côté des plages de Normandie. Donc évidemment, pour se rendre compte que la Grande-Bretagne est super au point sur la question. Donc il y avait effectivement cette grosse chasse aux immigrés, chasse à l'homme. Et je me demande quelque part si dans l'esprit de l'Union européenne aujourd'hui, on n'en fait pas un nouvel ennemi à abattre et comment je dirais un bouc émissaire qui permet de toujours euh, 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 garder le budget de militaire et donc effectivement de la répression de l'appareil de répression au top quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Moi, ça m'a semblé clair en tout cas. Alors par contre, il y a beaucoup de choses à répondre. Je vais essayer un peu dans le désordre. Euh, Première chose, pourquoi est-ce que l'extrême gauche va plutôt creuser du côté des colonial studies que dans ses bases marxistes sur ce type de sujet?
pour moi, c'est en grande partie lié à son histoire. Si je parle de l'extrême gauche, disons ce qui est à la gauche du PC ou qui en vient, son histoire en France, mais c'est vrai dans un certain nombre d'autres pays, c'est d'abord une histoire anticoloniale. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste souvent, notamment l'ensemble des courants du trotskisme, mais c'est vrai aussi des courants du maoïsme, de ce qu'on appelait la petite gauche, et des courants tiers-mondistes qui ont ensuite influencé beaucoup dans ce monde-là. Eh bien, c'est des courants qui se sont constitués essentiellement en opposition au colonialisme en Algérie et sur le fait que le PC n'avait pas une position suffisamment claire et tranchée. Donc, je crois que ça répond en grande partie à la question, c'est effectivement ils continuent sur leur propre lancée. Leur base, c'est d'abord l'anticolonialisme. Donc ils continuent de le faire et ils vont sur le terrain qui leur est le plus favorable. Jusque-là, c'est pas choquant. Simplement, la situation n'étant plus la même que dans les années 50-60, ce qui pouvait être relativement progressiste à un moment ne l'est plus forcément. Je ne détaille pas plus. Pour ce qui est de la montée du communautarisme, etc., je veux dire d'une certaine façon, il y avait à un autre moment une autre communauté qui était la communauté ouvrière. À partir du moment où cette communauté elle est mise dans une situation d'atomisation, où ces institutions ont été phagocytées complètement par l'État d'un côté et laissées à l'abandon par ses représentants existants, notamment par le recul du PC dans les quartiers populaires, ben, il y a d'autres communautés qui se reconstituent. Chacun arrive avec ce qu'il a à proposer. Et on voit très bien notamment comment ça se passe sur des histoires de communautés religieuses où chacun vient voir sur le thème toi tu viens de tel pays donc tu dois être de telle religion donc viens avec nous. C'est très basique comme analyse mais ça fonctionne assez bien. Je vois dans mon quartier, vous voyez sans doute dans le vôtre, si tu viens d'Afrique subsaharienne, tu vas avoir le pasteur qui va essayer de te faire entrer dans l'une des nombreuses dénominations protestantes. Et si tu viens du Maghreb, tu vas avoir une pression en disant mais tu devrais être un bon musulman. Je caricature un petit peu, mais c'est quand même quelque chose comme ça qui se passe. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de communauté ouvrière vécue, ben il y a d'autres communautés qui viennent s'installer. Qu'il y ait des communautés, c'est pas tellement un problème. C'est qu'est-ce qu'elles véhiculent comme message politique derrière. Et là, on n'est même plus dans la situation des cathos de gauche des années 60 ou 70. C'est surtout ça. Point suivant, sur l'Europe. Je crois qu'il y a quelque chose d'important. Aujourd'hui, un vieux cheval de bataille, la réalité de l'État, pour une bonne partie de ses attributions, c'est pas les États nationaux, c'est l'Europe. Notamment la question des frontières migratoires, les pays de l'espace Schengen l'ont placé au niveau européen. Donc tout le reste, les États nationaux, ils mettent en application cette politique globale. Donc effectivement, l'acteur, il se fait à ce niveau. Mais son rôle, c'est exactement celui qui était assigné à l'État national auparavant, c'est-à-dire c'est effectivement de contrôler la quantité nécessaire de travailleurs et surtout la qualité de leur point de vue. Donc ça donne effectivement les politiques où on va favoriser certains types de migrants
qui correspondent à telle ou telle demande. On n'a pas assez de kinés, ben on va laisser rentrer les kinés polonais ou roumains. On a assez de métallos, ben on va pas laisser rentrer des gens qui pourraient être métallos, des gens qui sont métallos dans leur pays. Là encore, c'est assez basique, mais c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Leur objectif, c'est visiblement ce type de fonctionnement. À ça, il faut quand même ajouter une donnée qui est importante, c'est que l'antiracisme, le soutien aux migrants, c'est pas une idée, c'est une force sociale en Europe. C'est-à-dire qu'il y a de longue date des réseaux constitués, une mentalité qui va très au-delà des gens qui sont actifs. C'est-à-dire que pour une personne qui réellement va aller faire du boulot de soutien aux sans-papiers, il y en a des centaines qui trouvent que c'est bien. Ils ne seront pas forcément prêts à s'investir, mais c'est ceux-là qui, malgré tout, vont de temps en temps signer une pétition, manifester leur soutien d'une manière ou d'une autre. Il y a une force sociale qui existe, peut-être pas très forte, pas aussi forte qu'on le rêverait, mais qui fait que les États, malgré tout, ne peuvent pas faire n'importe quoi au niveau de leur politique migratoire. Le jour où ça disparaît, ils l'amèneront exactement comme ils en ont envie. Et ça se joue sur d'autres aspects, c'est que il y a un aspect humanitaire. Bon, ils peuvent pas dire complètement tout et son contraire. Ils le font, bien sûr, mais ils sont obligés de tenir compte d'un certain nombre d'aspects humanitaires quand il y a des crises particulières dans certains secteurs, ou sur les questions des migrants qui se noient en Méditerranée, etc. Donc c'est pour ça que on voit des politiques qui se dessinent et aussi tout un tas de contradictions. Mais ça reflète les contradictions qu'il y a dans la société, à mon sens. Voilà. Alors, je me risquerai pas à répondre à la question de Fabienne euh, d'une manière pratique. Je pense qu'Arland aurait sans doute plus de choses à dire sur le sujet. Mais effectivement, pas donner des solutions toutes faites. Il n'y a guère que l'investissement militant qui permette de faire quelque chose. Cet investissement, il se déploie à plusieurs niveaux. C'est l'investissement directement au contact des réfugiés. Et là, je le sais bien, il y a des gens qui savent faire ça, qui aiment faire ça, qui le font bien, et des gens qui ne savent pas le faire, qui peuvent être d'excellents militants par ailleurs, mais qui ne savent pas faire ça. On le sait, hein, on a suffisamment de camarades dans les partis communistes ouvriers qui sont qui s'occupent ou qui sont occupés à différents moments de camps de migrants et quelquefois dans des conditions aussi difficiles que celles dont tu parles. Et le faire sur le long terme n'est pas une chose facile. Et je crois il faut hélas l'admettre. Par contre, c'est clair que ça fait partie des choses à mettre en avant, de dénoncer systématiquement ces politiques-là, de soutenir systématiquement toutes les initiatives qui peuvent être faites dans ce sens-là, que ça soit, et ça c'est très important, les initiatives politiques et les initiatives humanitaires. Là c'est vraiment, on le dit souvent à ICO, mais c'est vraiment très important. Il ne faut jamais essayer d'opposer ces choses-là, d'opposer ce qui est immédiat et ce qui est à plus long terme ou ce qui serait plus politique, sont des choses liées. Par contre, le type de personnes qui s'occupent de l'un et l'autre, c'est pas forcément les mêmes styles de personnalité. Et c'est quelquefois très difficile de convaincre les gens de dire bah, tiens, viens faire ça avec moi, dans un sens comme dans l'autre, parce que ça n'est pas une affaire de conviction intellectuelle, ça se passe au niveau des sentiments, au niveau du feeling, au niveau de la personnalité. Et ça, c'est difficile, c'est souvent difficile à admettre, mais ça va mieux une fois qu'on l'a admis. Ça évite justement de se mettre dans des situations où on oppose ce qui ne devrait pas être opposé.
Je ne sais pas si ça répond à la question, sans doute que de manière très, très lointaine. Ouais, mais je serais effectivement complètement d'accord avec Nico sur ce coup et avec tout ce qu'il avait dit. Donc, surtout sur le fait qu'effectivement, sortir les solutions déjà faites, enfin, clé en main, c'est juste pas possible. Donc, ce qui se passe du côté de Lampedusa, c'est grave, hein, et on voit très bien avec le nombre il y a, enfin, il y a des ces gens voilà qui arrivent dans un état épouvantable et qui sont qui effectivement dans la qui sont accueillis dans des conditions aussi très très difficiles, hein, presque barbares, d'un côté, et de l'autre côté, donc effectivement, il y a toute une partie, je veux dire, on en parle beaucoup moins que, enfin, grosso modo, un immigré, on commence à en parler dès le moment où il est mort, quoi. Donc, faut pas oublier que le nombre de morts qu'il y avait donc dernièrement au large de Sicile, au large d'Italie, euh, enfin dans la Méditerranée. Enfin, ça frôle les dernières années, ça frôle 20 000 morts, quoi. Juste, enfin, on parle juste des chiffres officiels, quoi. Dernièrement, j'ai entendu qu'effectivement, il y avait une vingtaine il y avait une embarcation avec une vingtaine de personnes qui étaient, donc, enfin, une vingtaine de personnes qui sont mortes et une embarcation avec à peu près 300 personnes qui a décollé de je sais plus exactement où et voilà, qui a disparu en mer, quoi. Et voilà, ce sont les chiffres qui vont même pas être comptabilisés, quoi. Donc il y en a énormément. Moi, je pense que déjà premièrement du côté pourquoi il n'y a pas de solution officielle, institutionnelle, c'est que parce que je pense qu'il n'y en aura pas de la part de l'État. On vit dans un système socio-économique qui capitalisme et qui est, pour moi, dans l'état actuel des choses, complètement, qui n'est pas du tout compatible avec liberté de circulation, liberté d'installation. Je pense qu'il y a tellement de choses qui le prouvent depuis des décennies, depuis des siècles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis d'accord avec Nico en disant qu'il y a une solution militante de terrain et où il y a plusieurs forces qui se rencontrent. Donc ça peut se rencontrer en Sicile, à Calais, comme à Caen, dans les luttes des sans-papes. Donc bah, voilà, je laisse Nico répondre sur la question. Peut-être je répondrai plus tard concernant voilà clairement du côté pratique, parler de la pratique des luttes des sans-papes, quoi. Oui, je crois que sur ce sujet, tu en connais bien plus que moi, donc ça serait plus intéressant. Le calcul de l'Union européenne et des États de l'Union en général, mais on a la même chose aux États-Unis, euh, il est relativement simple. Leur problème, c'est pas la question des êtres humains, c'est une question d'entrée et de sortie. Combien ça rapporte une personne et combien ça coûte. Si la personne rapporte plus qu'elle ne coûte, ça va. Si elle coûte plus qu'elle ne rapporte, ça ne va pas. Et en l'occurrence, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire, de toute façon, à partir du moment où ils ont fait le choix, pour tout un tas de raisons historiques, on a déjà parlé dans les séances précédentes, mais je vais y revenir, ils ont fait le choix à un moment d'un chômage de masse, c'est particulièrement visible en Italie, eh bien, ils n'ont pas besoin de travailleurs en plus. Donc, ça n'est que des personnes à nourrir, de leur point de vue. Et la question de savoir si c'est des êtres humains avec des droits fondamentaux les heurte pas un instant. Donc, à partir de ce moment-là, on est dans cette situation où de toute façon, ils feront tout pour les empêcher de venir, et une fois qu'ils sont là, ils gèrent comme ils peuvent, avec comme donnée essentielle ce que j'expliquais, c'est-à-dire le fait qu'il existe malgré tout en Europe une force sociale de l'antiracisme, ou même plus largement de sentiments humanitaires. Et donc du coup, ben, c'est vrai que comme ils ne peuvent pas tout à fait les laisser crever sur les plages et que tous ne vont pas se noyer, et ben, ils gèrent des camps, ils gèrent
toutes les solutions, quitte à déléguer de fait en partie aux mafias la gestion de tout ça, parce que c'est quand même ce qui se passe dans un certain nombre de cas, ou laisser cette gestion, comme ça se fait officiellement dans certains pays, justement à des instances communautaires. On voit se développer de plus en plus, mais globalement, ils ne le souhaitent pas particulièrement. Ils font avec. Ils font avec. Dans la mesure où ils ont des politiques qui par ailleurs génèrent effectivement des départs, et notamment c'est toutes les questions des guerres, mais de manière plus générale les questions de crise économique, de crise de la dette et ainsi de suite, effectivement, ils se retrouvent avec un tas de migrants et pas la moindre envie de les accueillir. C'est là où de toute façon le libéralisme au sens classique échoue systématiquement. Même les plus libéraux officiellement sont toujours contre la liberté totale de circulation. C'est là où on voit ce qu'ils veulent réellement, à mon avis. Armand, je te laisse. Oui, bah ça fera un petit peu aussi la transition, enfin pas la transition, mais la continuité de ce que tu disais. Donc l'État délègue dans la plupart des cas. Hein. Je veux dire, c'est même quand on parle de la mafia, c'est pas forcément limité à la Sicile ou Italie. Quand on regarde par exemple en France, ce qui se passe, et de quelle manière, justement, si on parle de logement des sans-papes ou des immigrés dont la situation est plus ou moins en règle, quoi. Soit les gens qui ont déposé une demande d'asile ou effectivement qui étaient déboutés une première fois, donc la procédure est en cours. De quelle manière ça se passe? Ça se passe par les marchands de sommeil. Ça se passe par des gens qui, par exemple, sur Caen, une personne qui a quelques dizaines d'appartements, des studios, 90, 100 studios. C'est un état, enfin c'est la réalité des choses. Hein. Cette personne existe, qui a son studio, qui a un contrat direct avec l'État, avec la préfecture, pour donc loger dans des conditions épouvantables. Donc ces personnes-là. Donc il y a un réel business complètement légal qui existe. Et de l'autre côté, donc il y a une partie donc qui effectivement sort du système par manque de moyens. Hein, je veux dire, c'est l'argument de l'État, par le manque de moyens, et ça les trouve à la rue, ça les trouve dans les comptes de enfin dans les camps d'accueil, etc. Comme par exemple ce qui existait à Calais. Aujourd'hui, ça existe d'une manière, on va dire que c'est plus l'État qui le gère, c'est plutôt des associations. C'est d'une manière beaucoup plus sauvage, mais quelque part c'est toléré par l'État. C'est quelque part c'est externalisé, c'est délégué à des associations et puis à des militants sur place. Et donc là, comme je disais Nico, dans ce cas de figure, on peut pas opposer donc les convictions politiques et donc effectivement l'engagement humanitaire qu'on peut avoir, parce que les deux s'entremêlent dans ces cas de figure, hein, parce que voilà, c'est une population qui est en détresse et effectivement maintenant, moi, j'ai pas de solution miracle. On n'a pas trouvé de solution miracle. Il y a un texte de ICO qui parle de la lutte des non-citoyens en Allemagne, qui décrit un petit peu la position et le rôle d'un communiste ouvrier, d'une communiste ouvrière, donc dans ces luttes-là, donc comme soutien, comme aide. C'est le cas où lorsqu'on a des comités des sans-papes, où on a des collectifs, des gens, des sans-papiers, d'immigrés qui sont mobilisés, qui luttent, qui essayent de survivre. On a eu des cas précisément, malheureusement il s'agit des communautés, mais c'est un petit peu normal aussi pour des questions linguistiques, etc., qu'il y a des gens qui parlent la même langue qui se réunissent. On a eu des luttes des Afghans, des luttes des Syriens au Calais, et par exemple à Paris, donc effectivement il y a des collectifs qui sont
qui sont un peu composés que des gens qui viennent de l'Afrique noire, d'autres qui viennent de Maghreb, etc. Et donc il y a des luttes, enfin il y a des immigrés qui se mobilisent et qui luttent, où il y a effectivement une partie de militants qui est là en soutien. Mais de l'autre côté, maintenant je sais pas, je connais pas les chiffres pour dire que c'est majorité ou minorité, mais il est vrai aussi qu'il y a une grosse population qui n'est pas dans ce cas de figure-là, pour une simple raison, parce que la première nécessité c'est où dormir et qu'est-ce qu'on va manger, quoi. Donc dans ce cas-là, oui, les militants se les trouvent pas en soutien à des gens qui sont en lutte, mais plutôt dans une situation complètement, enfin où il a un rôle complètement humanitaire voilà. Donc enfin, je veux dire, ça serait bête de ne pas l'avouer, d'essayer de le nier. Et donc effectivement, dans ces luttes, ce sont des choses qui durent dans le temps. On peut pas trouver des solutions. Enfin, on ne trouve pas des solutions immédiatement. Il y a plusieurs acteurs qui s'entremêlent, donc le monde associatif qui gère cas par cas, dossier par dossier, et de l'autre côté, donc effectivement, des militants plus ou moins politisés, politiques, qui participent donc pour qui ait un impact politique sur tout ça. Donc ce sont des mouvements qui existent, mais qui sont vraiment qui s'inscrivent dans la durée, quoi. Donc à chaque fois, lorsqu'on tombe dans une ville où il y a un collectif des sans-papes, on se rend compte que c'est un collectif qui existe depuis une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, et donc où effectivement les gens tournent. Et heureusement que ça existe dans la plupart des villes. Dans d'autres, ça n'existe pas. C'est beaucoup plus le monde associatif qui participe, et où on va trouver des gens qui sont complètement entre guillemets, enfin, qui sont pour des raisons, comme disait Nico, c'est plutôt les sentiments qui gèrent ça, pour beaucoup, que des convictions politiques. De l'autre côté, on a des radicaux qui, enfin, entre guillemets radicaux, donc effectivement, qui, dès qu'il s'agisse d'un appui humanitaire, ne veulent pas participer parce que c'est, voilà, ce n'est pas en adéquation avec les engagements politiques. Pour moi, il faut trouver un juste milieu entre les deux, quoi, et ne pas perdre de vue qu'il s'agit là il s'agit pas là d'une loi Macron ou je sais pas quoi, il s'agit là des gens, des vrais gens qui arrivent par des milliers en France tous les jours dans nos villes, enfin en France c'est le même cas, enfin en Italie, etc. Et je veux dire, ce sont des vagues aussi. Maintenant, j'ai regardé dernièrement au Kosovo par exemple, il y a 250 000 personnes qui ont quitté la région. Les derniers 3-4 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 250 000 personnes. 250 000 personnes, on parle d'un pays qui a 3 millions d'habitants. Donc c'est pratiquement 10% de population qui a quitté la région les 3-4 derniers mois, et pour la plupart qui ont fini pour la plupart à la frontière entre la Serbie et Hongrie, donc pour passer en Hongrie et pour aller du côté de l'Union européenne. Et donc effectivement, il y a tout un comment je dirais, tout un arsenal effectivement qui est mis en place pour que ces gens ne passent pas la frontière. Et encore une fois, ils se les trouvent. Enfin, on voit pas mal de choses ici dans l'Occident, enfin en France, etc. Mais il y a tout plein de choses qui se passent effectivement, qui sont beaucoup plus silencieuses à des frontières d'autres pays. Par exemple, du côté de l'Est, la plupart des gens de Moyen-Orient passent. Il y a une bonne partie qui passe par exemple par la Pologne, et donc en Ukraine, qui est actuellement en conflit, il y a tout plein de camps avec des immigrés ou qui sont effectivement grosso modo emprisonnés. C'est des vrais camps avec des prisonniers, et c'est financé par l'Union européenne. Aujourd'hui en Hongrie, on parle donc effectivement c'est un secret de polichinelle puisque c'est déjà annoncé par les médias, de construction d'un mur à la frontière entre la Hongrie et la Serbie pour empêcher la population du Kosovo de quitter donc la région etc. Et encore une fois, tout ça c'est en partie financé, je veux dire, c'est par l'Union européenne. Donc il y a tout un, il y a ce problème de l'accueil des réfugiés ne concerne pas donc que les pays, je veux dire, concerne qu'aux minorités. Donc
les pays développés, enfin comme la France, l'Allemagne, Italie, etc. Le vrai problème, et là où le problème sont le plus, ce sont des petits pays, surtout frontaliers, des gros, enfin des pays qui sont en conflit ou un peu plus éloignés, mais par lesquels les gens sont obligés de passer pour arriver en Europe. C'est effectivement, c'est par exemple la Turquie. D'autant plus que depuis ce qui s'est passé du côté de Rojava, donc effectivement il y a tout plein de réfugiés à la frontière qui sont pas dans le même cas puisqu'ils veulent revenir chez eux. C'est le cas par exemple de Bulgarie, de Roumanie, de Hongrie où il y a tout un tas d'immigrés de Chine, de Mongolie, etc. qui passent par là pour arriver en Europe. Enfin c'est où que l'on se retourne, on trouve des camps avec des réfugiés et il y a donc j'arrive, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Fabienne concernant pratiquement, enfin comment ça se passe en pratique lorsqu'on participe dans une lutte et sans papier, etc. Parce que c'est une expérience personnelle que j'ai vécue. Donc, que je vis, donc je partage juste mes constats. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc j'arrive sur le dernier point, justement parlons des réfugiés et d'immigration, on va dire forcée. Un point dont on parle pas beaucoup, dont on parle, enfin j'ai trouvé quelques textes, etc. avec des constats finalement, enfin qui étaient plutôt bien, enfin c'était des analyses plutôt bien faites, mais dont les constats m'ont laissé un peu rêveur. En tout cas, je suis resté sur ma faim. Donc on parle pas suffisamment des réfugiés, ce qu'on appelle des réfugiés climatiques. Et c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, qu'il s'agisse des régions où des catastrophes naturelles, donc effectivement on fait qu'il y avait une grosse migration des populations, ou des régions où effectivement où c'est l'activité capitaliste, par exemple l'activité capitaliste chinoise en Mongolie extérieure, mais aussi intérieure, donc qui a poussé donc effectivement tout plein de gens à immigrer, etc. Enfin l'activité capitaliste qui a effectivement détruit on va dire le gagne-pain de ces gens et pousser les gens à l'immigration. Pas seulement ils savaient pas faire autre chose, c'est que justement autre chose n'était pas possible de le faire dans leurs régions qui sont complètement dévastées pour X raisons. Donc il y a ce point-là, donc effectivement qui peut-être n'existait pas il y a 150, 180 ans, qui aujourd'hui existe et qu'on rencontre aussi. Donc on rencontre tout plein des gens qui ont quitté effectivement leur région et qui quittent leur région parce que les conditions climatiques ou les conséquences de ces conditions climatiques les ont poussés à le faire. Voilà, je laisse la parole. En l'occurrence, ça existe. Marx en parle, c'est pas tellement sous l'angle du climat, mais il en parle sous l'angle des transformations induites soit par les changements dans l'agriculture, soit de la la perte de qualité des terres. Je suis en train de chercher le mot exact, mais l'idée est là. Voire même, par exemple, il a des pages dévastatrices sur la situation de l'Écosse qui est en train d'être transformée en vaste parc de chasse pour les aristocrates anglais, et où on va jusqu'à brûler les maisons des pauvres qui habitent encore là parce que ça gêne les parcadins. Donc c'est pas encore les réfugiés climatiques, mais il y a déjà très très tôt dans le capitalisme des réfugiés dus à la dégradation des conditions environnementales. Et là encore, pour le coup, on a tout ce qu'il faut dans l'analyse marxiste pour poser les bases théoriques de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter de ce que Marx a raconté il y a 150 ans, mais on a des éléments théoriques qui permettent d'examiner la situation actuelle par rapport à ça. Bon, effectivement, on voit à quel point avec les exemples que c'est à vendre que c'est des questions qui sont d'extrême actualité, parce que c'est des phénomènes qui vont à une vitesse hallucinante. Hein. Quand tu dis que des 10% de la population d'un petit pays peut partir sur quelques mois ou quelques années,
On le voit effectivement avec le Moyen-Orient où on est sur des chiffres qui sont de cet ordre-là aussi, hein, avec les vagues de purification ethnique encore en cours en Irak, et ainsi de suite. Donc, tous ces phénomènes-là ont l'air chacun séparés les uns des autres, et puis finalement, ils forment quand même un phénomène mondial d'ensemble. Donc, c'est pour ça avoir des outils d'analyse et développer des outils d'analyse qui nous permettent de comprendre tout ça, comprendre ce qui est en train de se passer, c'est important. Même si comprendre ne suffit pas et que d'une certaine manière, au moins pour la part humanitaire, on peut le faire sans comprendre, ça reste quand même extrêmement sensible. Ça pose aussi un certain nombre d'éléments de revendication, hein, même si elles sont classiques, mais justement sur la liberté de circulation, sur le droit de vote, des choses comme ça. J'avais fait l'analyse, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la composition du corps électoral en France. C'est très manifeste que par l'exclusion des étrangers, dans certaines grandes villes, c'est par centaines de mille. À Paris, je crois que c'est 400 000 personnes qui n'ont pas le droit de vote, simplement parce qu'elles sont étrangères. 400 000 sur une population de 2 millions de personnes, c'est pas rien. Donc c'est aussi un ensemble de choses qui font que y a une partie de la population qui est privée de toute possibilité de participer aux décisions sur ce qui les concerne. Donc on voit à quel point l'ensemble du système, par où qu'on aille l'attraper, il est structuré en fonction de ça, en fonction de cette exclusion. Et je crois que c'est très important. J'ai vu récemment passer un certain nombre de discussions justement de la part de gens qui se considèrent comme marxistes, qui quelquefois ont une bonne connaissance du marxisme, mais qui fait que lorsqu'il s'agit des questions de racisme, eh bien vont chercher effectivement des réponses du côté des études postcoloniales, qui vont réhabiliter le concept de race, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que dans le marxisme, toutes ces questions pas de réponse. Alors ça se passe pas uniquement sur le plan intellectuel, mais justement ça y participe aussi. Donc c'est un combat qui se mène à l'ensemble des niveaux. Je vois la remarque de Renaud sur la question des électeurs. Et justement, ça renforce parce qu'en fait, dans la population étrangère, stricto sensu, il y a des mineurs naturellement, mais il y a quand même une majorité d'adultes. Ce qui n'est pas le cas sur la population globale. Donc en fait, dans le corps électoral, la part des étrangers est proportionnellement plus importante que dans la population. Et c'est pas rien, j'avais fait le calcul, ça veut dire que c'est l'équivalent de la population de certains départements qui est privée du droit de vote. Bon, on peut penser tout ce qu'on veut du droit de vote par ailleurs, mais c'est extrêmement significatif à mon sens de la situation. Dans la continuité, je voulais juste rajouter, donc effectivement, c'est vachement important de poser des bases et puis d'une manière factuelle, donc expliquer analyser les choses pour comprendre nous, mais aussi pour comprendre aux gens, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit, surtout le premier concerné, parce que moi je sais bien que effectivement dans le contact avec les immigrés, quand on fait des AG, etc., et puis un petit peu quand on discute dans les apartés, en aparté et tout ça, la question revient souvent, mais pourquoi ça nous arrive ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi si? Pourquoi ça? Surtout que effectivement, quelle est la réponse qu'ils obtiennent auprès on va dire, du milieu associatif qui fait son boulot très bien d'ailleurs, c'est justement une réponse un peu juridique, donc en disant voilà, c'est ce que dit la loi française, c'est ce que dit la loi européenne, c'est ce que dit la loi internationale. Et donc effectivement, dans toute cette
palette de lois, il y en a tout plein qui sont pas respectés. Et là, c'est aussi, comment je dirais, l'aspect économique qui entre en cause et qui est pas forcément expliqué ni aux premiers concernés, ni même aux gens qui participent dans ces luttes un peu, voilà, militants de du milieu associatif, etc. Enfin, ça soit très bien en discutant avec eux qui se limitent donc effectivement à des aspects juridiques, à des aspects un peu sociaux aussi, mais ça va pas plus loin. Et donc en général dans le milieu de l'extrême gauche, quand on tombe dans une lutte, on a cette fâcheuse tendance à attendre que tout le monde pense comme nous et que tout le monde a les mêmes bases que nous, etc. Mais ces luttes son pape à droite à gauche ou même simple participation humanitaire dans un camp d'accueil des immigrés, faut pas oublier qu'on est sur un terrain politique et sur un terrain politique où on est tout le temps à amener à expliquer les choses, à discuter, à débattre, qu'il s'agisse avec des immigrés, qu'il s'agisse avec des gens qui participent sur leur base dans ces luttes-là. Et je me suis bien rendu compte qu'avec le temps, il y a effectivement des lignes qui bougent. Donc effectivement sur Caen, si on prend Caen, il y avait une bonne partie de gens qui participaient comme soutien, voilà, les personnes solidaires des sans-papiers. C'était des militants d'ASTI, donc ASTI 14, donc association de solidarité avec travailleurs immigrés. Enfin, dans le Calvados, c'est devenu avec tous les immigrés, pas travailleurs immigrés. Ils ont abandonné la base marxiste du truc, mais c'est pas si grave. Donc, où effectivement les gens qui ont bossé auprès de la Croix-Rouge ou comment je dirais la France Terre d'Asile, hein, donc cette association qui grosso modo sous-traite tout ce qui est pour l'instant qui sous-traite pour l'instant, mais c'est en train de changer les dossiers des demandeurs d'asile, etc. Et on voit très bien que en cours de la lutte, en contact avec des militants communistes ou anarchistes, etc. Il y a des ce qui a commencé comme des débats sans fin et puis parfois assez virulents. Donc effectivement, avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y a tout plein de gens qui au début voulaient pas inclure quelque chose de basique comme liberté de circulation et installation dans notre acte. 12 ans après, sont les premiers à proposer des actions d'occupation, des actions coup de poing, etc. Donc c'est un terrain politique, c'est un terrain où même si on y va, comme je dirais, pour des raisons même humanitaires, on parle de la politique, on parle on essaie d'analyser les choses et après c'est justement l'obstinence de certains, donc qui fait que la lutte, que ce soit auprès de son pape ou auprès des militants, donc prennent telle ou telle tournure, quoi. Donc, Soukan, on s'est toujours battu pour l'autonomie des immigrés et essayer de les politiser, etc. On était très minoritaire par rapport à ça, mais ça a commencé à prendre avec le temps, ça a commencé à prendre auprès de la population des premiers concernés, ça a commencé à prendre auprès des gens, on va dire des gens qui étaient même pas militants, qui étaient là par la solidarité, qui les sont devenus justement en étant en contact, en étant sur le terrain et en ayant ces discussions politiques etc. Donc c'est quelque chose de super important qu'on oublie, et donc c'est un travail de long terme. Voilà, ça se fait pas en quelques semaines, ça se fait pas en quelques mois, ça se fait sur des années. Et moi, j'espère qu'un jour, sur quand on aura un collectif des sans-pape où tout sera géré par les immigrés eux-mêmes et où il y aura une analyse très marxiste de tout ce qui leur arrive. Voilà, c'est le but que je me suis donné, c'est pas autre chose. Je ne peux pas attendre, même s'il y a des revendications d'urgence, etc. On peut pas attendre que l'État réponde à tout, parce que comme je le disais au début, voilà, c'est le capitalisme
et l'État capitaliste il est pas compatible avec certaines revendications, mais c'est bien aussi de les revendiquer justement pour démontrer à quel point il n'est pas compatible. Et mais en argument. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je voulais parler de justement des analyses factuelles, parce que Nico disait l'État regarde, et je suis complètement d'accord avec lui, combien ça va nous apporter, combien une personne va nous apporter, combien elle va nous coûter. Pour expliquer autre chose, c'est-à-dire cette immigration un peu sélective de la part de certains États et de l'Union européenne. Et moi, je suis complètement d'accord avec lui. Je pense que c'est l'objectif, c'est vers ça, c'est l'objectif de l'Union européenne en termes de l'immigration, notamment de l'Allemagne. Hein. C'est parce que c'était un petit peu sa stratégie depuis très très longtemps. Parce que j'ai regardé un petit peu les contrats qui existaient entre l'ancienne Yougoslavie et l'Allemagne et donc l'échange de main d'œuvre, etc. Donc c'était quelque chose qui m'est ressorti, voilà quoi, qui était super visible. Mais il est super aussi difficile de chiffrer certaines choses parce on l'a essayé, et c'est vrai aussi qu'il y a quelques textes. Bon, une fois, c'est pas coutume, il y avait effectivement une vidéo de Front de Gauche qui tournait un petit peu, qui essaie d'expliquer ce que apporte l'immigration à la France, ce qu'elle coûte, avec donc effectivement un plus de quelques milliards d'euros, hein, donc entre les deux. Donc effectivement que la France, l'État a été gagné quelques milliards d'euros de plus par rapport à ce qu'elle a dépensé sur l'immigration. Bon, avec toute la bonne volonté, enfin moi ça me convient tout à fait. C'est quelque chose que effectivement ça permet d'argumenter. Ça reste quand même les estimations vraiment très très estimatives quoi. Il est super difficile aujourd'hui de connaître le nombre exact de personnes immigrées en France. Il est même si bon on a quelques chiffres, mais encore une fois c'est avec le point d'interrogation. Là, ce qui a fait le débat, c'est effectivement le nombre de mineurs et de ce qu'on appelle aujourd'hui des migeurs, c'est-à-dire des mineurs déclarés adultes ou parmi les adultes, enfin certains mineurs qui sont effectivement des adultes. Je veux dire tout ça, il est super difficile. C'est d'autant plus difficile de développer donc un argumentaire, de faire un tract quand on est dans ces luttes-là, de faire un tract beaucoup plus concret, beaucoup plus chiffré sur ces choses-là, parce que il est super difficile d'avoir des chiffres. Donc les seuls chiffres qu'on peut avoir qui sont super, voilà, qui ne peut pas être mis en doute, c'est donc effectivement le nombre de dossiers des demandes d'asile qui étaient déposés, le nombre de refus et le nombre de dossiers qui étaient admis, ou par exemple le nombre de personnes qui sont inscrites à une telle ou telle préfecture, etc. Mais concernant après tout ce qui concerne beaucoup de ces gens-là travaillent au black, donc et en général, ils n'en parlent pas librement. Donc voilà quoi. L'exemple le plus connu, c'est Alassana, donc effectivement de Hyper Cacher d'il y a quelques semaines. C'était un mec son pape qui bossait et qui risquait même l'expulsion quelques mois avant le malheureux événement et l'attaque antisémite dans cette hyper cachère à Vincennes. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair. Juste une petite remarque sur la question des chiffres. Puisqu'on parlait tout à l'heure des colonial studies et tout ce courant, notamment autour de Fassin, etc., qui réclame l'utilisation de la race comme catégorie sociologique, ce qui fait la base théorique du pire et compagnie. C'est un de leurs arguments importants, et c'est pour ça que je me méfie de cette histoire de chiffres. Ils disent toujours que puisque en France on ne reconnaît pas les races, donc on n'a pas de statistiques raciales contrairement à d'autres pays, donc on ne peut pas faire d'études sérieuses sur le sujet. Ce qui est effectivement un argument de sociologue, ça en dit long sur leur base sociale. Mais même sans ironie, c'est un truc relativement dangereux. Alors, c'est vrai, ensuite, par nature, quand on parle de sans-papiers, quand on parle de réseau, quand on parle de trafic, etc.,
par définition, on peut avoir que des estimations à la louche. Mais je me suis aperçu en allant chercher un petit peu que c'était justement pas toujours si simple. Par exemple, les histoires de flux financiers générés par les envois d'argent à la famille des immigrés. Euh, alors j'ai sans doute pas, je suis pas économiste, j'ai sans doute pas les bons réflexes pour tout ça, mais j'ai pas trouvé si facilement que ça. Il y a tout un tas de trucs qu'il faut creuser un peu. Et en tout cas, dans la presse militante, même dans les marxisteries habituelles sur le sujet, euh, on en entend à peu près jamais parler. De même que de manière générale, la composante illégale du capitalisme fait pas tellement l'objet d'analyse marxiste, ce qui est à mon sens extrêmement dommageable. Je peux revenir là-dessus sur le sujet si vous le souhaitez. Je me suis même posé la question, parce qu'on a défini pour le cycle de formation sur les classes une dizaine de thèmes, mais si je ne viendrais pas l'ajouter en 11 ou 12e à la fin de la série, parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Juste pour préciser pour les chiffres, loin, loin de moi l'idée de démonter donc effectivement le chiffrage d'une manière raciale, ni de plus ni de près ni de loin. Hein. C'était pas ce que je voulais dire. C'est juste que par exemple pour ces questions, au moins voilà, grosso modo combien coûte l'immigration, etc. Parce que de toute manière l'extrême droite euh, euh, jongle avec ça, donc et il sort des chiffres parce qu'on sait très bien combien coûte le budget qu'on accorde au logement des immigrés, notamment des demandeurs d'asile, combien de budget pour les différents 115 dans tous les départements, quel budget pour fonds d'asile, etc. Donc effectivement, c'est de l'autre côté, ce que je voulais dire surtout, c'est que les chiffres, ce que les travailleurs immigrés, donc ce qu'elle apporte à l'économie française, on les trouve pas et ils sont super difficiles à chiffrer pour justement essayer de trouver. Donc bon, c'est peut-être une approche qui est aussi con hein, de ma part, mais voilà, c'est une question qu'on s'était posée avec des camarades sur laquelle on a un peu bossé, on essaie justement de sortir un petit peu des choses, des trucs concrets quand on est en discussion avec les gens, parce que à force de diffuser des tracts sur cette question-là. Donc effectivement, on tombe sur tout plein de gens sympas qui veulent tout de suite filer de l'argent, qui renvoient les meubles, etc. C'est très bien, mais on tombe aussi sur pas mal de connards où effectivement, en plus, il n'y a pas un profil type hein, du connard, je veux dire. Donc, où on va sortir de toute manière, il y en a trop. Il y a trop de quoi? Il y a trop d'étrangers. Bah, combien il y en a? Je sais pas, il y en a trop, mais bon, dans la plupart des cas, quand il y a une personne sort des arguments comme ça, même si on avait un seul, ça serait déjà trop. Et donc voilà, c'est bien aussi. Moi, je suis pour lui répondre, vous êtes raciste et on en reste là. Donc voilà, c'est l'argumentaire peut marcher comme ça aussi. Mais c'est justement voilà la question qu'on s'est posée. Je pense qu'il y a beaucoup de collectifs qui se posent la même question quand on essaie un petit peu de développer l'argumentaire, etc. sur l'immigration. Voilà. Après, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je trouve que ce qui est demandé justement par les indigènes de la République, entre autres, où et puis c'est assez, enfin l'extrême gauche est assez influencée par tout ça. Ce type de demandes sont pour moi non seulement cons, mais aussi préjudiciables quoi. Ça continue à jouer le jeu des racistes et quelque part légitimer tout ce discours raciste qu'on peut rencontrer à droite ou à gauche. Alors, je réagis sur un truc qui, qui, qui est important à mon avis et qui va de pair avec l'analyse économique un peu froide de tout ça. Euh, Justement, tu évoqué par exemple l'idée des les chiffres, et c'est des choses qu'on voit quand même surgir de temps à autre, sur en quoi l'immigration est bénéfique.
Et donc on va chercher à justifier en disant voilà, ça rapporte tant, le travail des. Il y a eu notamment tout un tas de trucs de la CGT là-dessus. Le travail des immigrés rapporte tant, nanana, nanana, etc. Bref, essayer de dégager un coût positif. Les chiffres sont probablement tout à fait justes. Euh, et effectivement, ça peut se calculer. Ça va tout à fait de toute façon dans le sens de cette conception capitaliste de l'immigration, où un immigré est là pour apporter. Donc c'est précisément ce qu'on leur demande de faire. Euh, le biais que je vois à travers tout ça, c'est que ça met quand même complètement de côté qu'est-ce que ça veut dire migrer et pourquoi les gens l'ont fait. Bon, je pense que là aussi, t'es mieux placé que moi pour en parler, parce que moi, j'ai pas cette expérience-là. Et dans ma famille, il faut remonter à deux ou trois générations pour trouver des immigrés. C'est ma grand-mère qui est venue de Belgique, mon arrière-grand-père qui est venu d'Italie pour aller dans les mines, et ainsi de suite. Mais j'ai pas d'expérience directe. Cela dit, je vois bien en discutant avec des copains et des copines que il y en a pas beaucoup qui sont venus là parce que franchement la France c'est trop cool et qu'ils adoraient. J'en entends qui sont venus parce que c'était trop galère dans leur pays, parce qu'ils avaient peur, ou parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui se dévoue dans la famille parce que comme ça ben justement elle allait pouvoir envoyer de l'argent. Je pense à une copine qui se fait incendier chaque fois qu'elle téléphone à sa famille parce qu'elle n'a pas envoyé assez et qui laisse absolument tout ce qu'elle a. C'est des situations humaines d'une sinistre banalité, mais qui reflètent la réalité. C'est-à-dire que dans un monde où tout se passe bien, les raisons de migrer, dire à part voyager pour plaisir dans un monde où on voyage tranquillement, rencontrer l'âme sœur et puis se dire ah, tiens je vais me fixer là, il y en a pas tellement. À la rigueur, un monde socialiste c'est un monde où il y a peu de migration d'une certaine façon parce que finalement qu'est-ce que les gens ont envie de rester dans l'endroit où ils connaissent, où ils parlent bien la langue, où ils ont des amis, de la famille, etc. Il y a pas grand monde qui migre pour le plaisir de migrer. Après, on peut essayer de choisir l'endroit le moins pire, l'endroit où on connaît un peu de monde. Tiens, j'ai un cousin qui est parti là-bas, je vais y aller aussi, et ainsi de suite. Ça, on connaît tous ces processus, mais les tentatives de justifier l'immigration parce que c'est vachement bien, ça nous ramène de l'argent, pour moi, aussi sympathique soit-elle dans l'intention, parce que je sais bien que les gens qui font le calcul le font dans de bonnes intentions, mais passe à côté de ce drame, de l'ensemble des drames humains que constitue l'obligation de migrer. Et ça, je crois que c'est quand même un truc qu'il faut avoir en tête dans la manière dont on discute des questions. Il y a d'abord des raisons qui font qu'à un moment, il y a des personnes qui se trouvent en situation de devoir partir et que c'est rarement de gaieté de cœur. Si on sort de ça, on a quitté le domaine humain. Et autant je crois qu'il faut une analyse économique froide de la situation, autant quand on aborde le concret, bah, cette question-là, elle doit être absolument centrale. Je sais pas ce que tu en penses, Arland, ou ce qu'en pensent les autres camarades. Bah, moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est juste qu'effectivement, dans un mouvement social qui dure plusieurs mois et après plusieurs années, bon, effectivement, à un moment donné, la question se pose de un petit peu, enfin, on essaie de tester tout. Et c'est vrai aussi, je suis complètement d'accord avec toi, dès qu'on entre dans cette bagarre des chiffres, on oublie donc effectivement
les faits et donc pourquoi ces gens sont venus, bah, pourquoi moi-même je suis venu. Hein, c'était pas sûrement pas parce que la France était une destination exotique dont j'ai rêvé depuis tout petit. Je venais comme touriste avant. Franchement, il n'y avait pas grand-chose qui m'attirait ici, mais voilà, à un moment donné, je me suis retrouvé ici comme tout plein de gens qui ont vécu, peut-être même pour beaucoup, tout plein horreurs bien pires que moi-même. Donc, donc effectivement, oui, cette question-là est fondamentale parce qu'il s'agit de l'humain et il y a cette, je pense que la classe politique essaye toujours de déshumaniser, même l'extrême droite essaie toujours de déshumaniser cette question-là justement parce que dans l'esprit des gens, c'est beaucoup plus facile d'accepter les expulsions, beaucoup plus facile d'accepter le démantèlement de camps de Sangatte, beaucoup plus facile de accepter le fait qu'effectivement il y avait des morts du côté de Lampedusa et qu'on les a pas laissés nous envahir. Donc voilà, tout est fait pour déshumaniser. Parfois, oui, je suis d'accord avec toi. Même le mouvement social qui est là en opposition à tout ça, déshumanise et entre dans cette bagarre de chiffres. Donc, de toute manière, l'expérience a démontré que c'était une mauvaise tactique. Premièrement parce que ça reste, enfin, ça reste super compliqué pour des gens à comprendre d'un côté et de l'autre côté. Donc, effectivement, le but c'est aussi qu'ils apprennent et qu'ils comprennent pourquoi, je sais pas moi, il y avait telle famille qui a quitté la Mongolie ou une autre qui a quitté la Syrie. Le problème, quand on se retrouve dans ce cas pratique, c'est que des témoignages, il y en a, mais il y en a jamais suffisamment. Et c'est pas facile. Et moi, je le vois déjà au bout de 14-15 ans. Moi, j'ai du mal à parler de mon expérience, même quand il s'agit de textes super généraux. Je sais pas combien de textes j'avais écrits pour ICO, par exemple, où il y en a pas énormément, où je parlais donc de l'expérience yougoslave etc. Même s'il y a des choses qui sont en préparation, enfin depuis quelque temps. Mais encore une fois, parce que c'est difficile de parler de ce type d'expérience. Et donc c'est ce qu'on rencontre avec des gens tous les jours qu'on rencontre dans Soukhon. Il s'agit des squats où effectivement maintenant il y a une centaine de personnes qui sont logées. Il y en a d'autres qui sont à la rue mais avec lesquelles ou qui sont logées mais avec lesquelles on est en contact. Et moi personnellement, oui, pour beaucoup, je connais leur expérience, mais dès qu'ils se posent la question de parler à la presse, de parler à notre média, on va dire autonome, que l'on publie d'une manière pas périodique du tout, malheureusement, c'est beaucoup plus difficile, même si ça reste anonyme, même si c'est lâché comme ça, sachant qu'il y a tout plein de gens qui vont apprendre ci ou ça, c'est super difficile. Ça, c'est la première chose, c'est tout ce que les gens ont vécu, ce qui les pousse à quitter leur pays et donc venir ici. Et après, il y a aussi le côté, tout ce qui vivent ici. Même ça, ils en parlent pas. Donc, il y avait des drames depuis 12 ans dans les squats. Oui, il y avait des tentatives de suicide. Il y avait des gens qui ont très mal vécu certaines situations. Il y avait des gens qui ont tombé dans l'alcoolisme et tout ça. Enfin, c'est une population qui est complètement brisée déjà, qui pour beaucoup devient complètement brisée ou assez brisée quoi. Et ici, enfin, grosso modo, on s'acharne sur eux et voilà, tout ça fait qu'ils sont dans une situation, pour beaucoup, dans une situation de repli et moins ils en parlent de leur expérience personnelle, de tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils vivent, de toute cette violence qu'ils encaissent, plus c'est, comment je dirais, plus c'est enfin moins ils y pensent quoi. Et donc effectivement ils sont beaucoup plus dans la démarche, tiens, je vais essayer de vivre dans des conditions complètement anormales comme une personne normale, ce qui est encore une fois impossible. Et donc c'est pour ça aussi que parfois il est difficile
Donc on peut toujours sortir un petit peu des histoires générales, etc. sur l'immigration, sur pourquoi tous ces réfugiés qui quittent la Syrie et tout ça, mais ça reste impersonnel. Et dès qu'on veut aller un peu plus dans le personnel, bah, il n'y a pas beaucoup de volontaires et pour cause.